Et pour l'addition, nous retrouvons Jean Messia. Bonjour. Bonjour Jean. Et toute l'équipe, Richard Dessès qui s'installe, Mais oui, mais bonjour tout le monde. Alors Jean, il s'est passé 2 ou 3 trucs d'un point de vue judiciaire en France, comme par exemple Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas. Lui aussi est en train de prendre cher. Bah oui, lui ça fait longtemps. Vous savez, le système antinational, à travers son tentacule judiciaire, vise en réalité depuis des décennies à neutraliser tous les anticorps identitaires de la nation. Donc il criminalise en fait toute forme de défense de la nation en la taxant de racisme, d'extrême droite, d'incitation à la haine et je ne sais quel autre florilège sémantique gaucho-progressiste. La vérité, c'est que les juges en France se sont arrogés le droit d'être la poursuite du combat politique par d'autres moyens, pour paraphraser Clausewitz. La réalité, c'est que le président de la République, hier, a encore rappelé que la justice était indépendante et qu'il fallait respecter les décisions de justice. Le truisme est tellement grandiloquent qu'il en devient grotesque et mensonger surtout. Et en plus, on a l'impression que Macron ne dit ça que pour expliquer à quel point Marine Le Pen a tort de se plaindre. Bien sûr. Chaque fois que Macron rappelle les grands principes républicains, c'est uniquement pour sa pomme. Oui, d'ailleurs, il ne s'était pas enquis de savoir si la justice était indépendante au moment de l'affaire Naël. Il s'était permis, dès les premiers instants après le drame, de dire que le geste était inexcusable, au mépris de la séparation des pouvoirs d'un état de droit dont il se fait pourtant régulièrement le turiféraire. Bon. Donc, si vous voulez, la justice en France, il faut bien savoir, c'est pas un scoop, elle est d'extrême gauche à peu près à 40%, puisque c'est le poids à peu près en fonction des différentes élections du syndicat de la magistrature, qui est ouvertement un syndicat d'extrême gauche. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Ça ne veut pas dire que tous les autres magistrats sont de droite. Les autres sont de divers degrés de rouge ou de rose. Donc on peut dire que l'écrasante majorité des magistrats est soit d'extrême gauche, syndicat de la magistrature, soit de gauche, non affiliés, mais de gauche quand même. Alors on nous dit, mais vous n'y pensez pas, les magistrats, ils n'ont pas le droit de faire montre de leur opinion politique au moment des jugements. Mais mon œil, on est obligé de les croire sur parole. On va me faire croire qu'un juge qui est surpolitisé, qui milite à la France insoumise, qui a été l'auteur du mur des cons, qui avait affiché des personnalités de droite, lui, au moment où il prend sa décision, il se dédouble. C'est un miracle républicain. Il devient autre. Ils sont victimes de schizophrénie entre ce qu'ils sont dans la vie, ce qu'ils pensent dans la vie, et le moment où on rentre de logement. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, point n'est besoin de mobiliser légion d'exemples pour démontrer à quel point ces juges ne sont quasiment jamais là pour juger les coupables, mais sont souvent là pour juger la société qui les a enfantés. Et en cela, ils font œuvre d'idéologie et de militantisme politique. Et je dirais, le fait que la justice soit institutionnellement indépendante, ce qui est le cas, mais qu'elle soit idéologiquement partiale, c'est dangereux. Parce que si elle était institutionnellement dépendante, on aurait une hiérarchie, on aurait des sanctions disciplinaires, administratives, voire judiciaires, qui viendraient frapper un juge coupable d'une erreur. Je l'annonce en scoop ce matin, la seule profession en France qui n'a de compte à rendre à personne et qui n'est passible d'aucune sanction, c'est la magistrature. Elle s'autorégule. Mais oui, d'accord, mais enfin bon, vous voyez ce que c'est. Il y a pas de. Alors les mêmes juges disent ah oui, mais la police des polices, comment est-ce que ça peut être une sanction puisque c'est les policiers qui jugent les policiers? C'est vrai, mais on en a autant à leur service. Et j'ajoute que le policier, lui, une fois passé devant les sanctions disciplinaires, il encourt une peine administrative et une peine pénale ou judiciaire, ce qui n'est pas le cas du juge. Vous comprenez? Donc, si vous voulez. Dans tous les métiers aujourd'hui, que vous soyez médecin, avocat, ingénieur, fonctionnaire, salarié du privé, vous faites une connerie, vous êtes sanctionné, vous êtes voire viré si c'est grave. Un juge aujourd'hui peut libérer une ordure criminelle multirécidiviste qui, dès qu'elle sort, tue des centaines de personnes, il ne risque rien.
Alors, Et d'ailleurs, on est d'accord, ça arrive assez peu souvent. C'est arrivé, pour ce qui est des centaines de personnes, mais en tout cas pour ce qui est d'un récidiviste qui sort et qui tue, ça existe. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez, Éric Zemmour, évidemment, on l'a souvent félicité pour avoir libéré la parole et permis à un certain nombre de vérités d'émerger dans un débat politique qui était aseptisé et normalisé par un gauchisme de bonne aloi. Mais il le paye au prix fort, ça. C'est-à-dire qu'en instaurant des thématiques sur le grand remplacement, l'islamisation, rendez-vous compte que Éric Zemmour, dans l'affaire de Crépol, il a dit c'est souvent des Thomas qui sont tués, ce sont des Thomas qu'on tue, et ce sont je sais plus comment, des Bilal, je crois, qui les tuent. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Vous vous rendez compte que dans l'affaire Crépol à aujourd'hui, les seuls qui ont été accusés et condamnés sont les défenseur de Thomas. Il n'y a aucune ordure criminelle, y compris celle qui a mis le coup de couteau fatal à Thomas, qui est à ce jour en prison. C'est quand même extraordinaire. Et alors, je ne vous raconte pas la réécriture du récit médiatique. Cette réécriture du récit médiatique, est-ce que les juges y contribuent ? Bien sûr. Quand vous avez les magistrats instructeurs sur l'affaire Crépol, qui vous disent finalement il n'y a pas de racisme anti-blanc, tous les témoins ont entendu des jeunes racailles issus de certaines immigrations dire « nous sommes là pour tuer des blancs, mais les juges sont sourds ». C'est les seuls à n'avoir rien entendu. Bon. Donc le racisme anti-blanc n'existe pas. Ils parlent de rixes. Si on les suit, c'est presque Thomas qui aurait mis un coup de ventre dans le couteau d'un jeune venu s'amuser. C'est débectant. Bon, ok, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de ce thème judiciaire. On est, grâce à Dieu, bien fourni en thèmes qui nous permettent de nous énerver. L'autre thème sur lequel on aimerait vous entendre, Jean, c'est est-ce qu'à votre avis, les États-Unis sont en train d'effectuer une révolution complète dont la France pourrait bénéficier ou pas du tout ? Quand je dis révolution complète, c'est à la fois idéologique, économique, financière, politique. Mais en fait, ce qui surprend, si vous voulez, notre système dirigeant en France, c'est que pour la première fois depuis sans doute très longtemps, depuis à peu près un demi-siècle, il y a un pays occidental majeur, et lequel, donc les États-Unis, qui se mettent à servir l'intérêt américain. C'est pas si nouveau que ça que les États-Unis servent les États-Unis. Les États-Unis servent les États-Unis à des degrés divers. On ne peut pas dire que les États-Unis servent les États-Unis quand Biden ou quand Obama était là, que quand George Bush père ou Donald Trump est là. Vous voyez bien qu'il y a quand même des exacerbations. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a quand même une lame de fond de poursuite des intérêts américains, quelle que soit la couleur politique qui dirige le pays. Mais en France, non. En France, on est tellement occupé avec le système antinational qui nous dirige à construire l'Europe, voire avec Macron à construire le monde, qu'on s'étonne que des pays se construisent eux-mêmes. C'est invraisemblable. Et j'allais dire, au fond, qu'est-ce que fait là ? On vient d'avoir cette annonce où Donald Trump annonce qu'il va augmenter les droits de douane sur un certain nombre de pays et un certain nombre de produits. Par exemple, on parle beaucoup des produits européens, mais allez voir dans le détail, il y a des pays comme le Vietnam qui se prennent 46% de droits de douane dans la figure. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, et ça je milite pour ça depuis très longtemps, le Vietnam, comme la Chine, comme le Bangladesh, sont des pays qui nous infligent des déficits commerciaux abyssaux. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'idéologie libre-échangiste, promue par nos chantres eurolâtres et mondialistes, elle ne s'applique qu'à eux-mêmes. C'est-à-dire que nous devons nous dépouiller de toute forme de barrière douanière, mais on ne va pas voir chez les autres s'ils en font autant. Donc quand Trump, par exemple, hausse les droits de douane de 36% sur la Chine, ici, on hurle à la guerre commerciale. Mes chers amis, Trump ne fait que les représailles de ce que la Chine applique déjà depuis 40 ans. Mais que diantre, vous croyez que la Chine s'est développée comment ? Elle s'est développée en ouvrant ses frontières à la concurrence et à l'idéologie de la frontière ouverte ? Pas du tout.
la Chine s'est développée par un protectionnisme d'autant plus féroce qu'il est appliqué par un État totalitaire. C'est à l'abri de barrières douanières monstrueuses que l'avantage comparatif chinois est né. Au moment même où l'Europe ne protégeait rien du tout. Je crois comment dirais-je, il ne serait pas exagéré de dire que le développement et l'emploi chinois ne sont que la conséquence de notre désindustrialisation, notre paupérisation. Il y a un lien de cause à effet entre les deux. Ah oui, ça est même revendiqué, puisqu'on se souvient des grands patrons français qui expliquaient qu'il fallait être une entreprise industrielle sans usine et que les usines devaient être expédiées en dehors de France. Exactement. Donc, si vous voulez, au nom de quoi un pays qui a des dirigeants qui ont à cœur l'intérêt national, au nom de quoi devrait-il accepter que lorsqu'il exporte ses produits dans un pays comme la Chine, ces produits arrivent, ils restent des semaines, voire des mois sur les quais, le temps que les autorités chinoises, soi-disant, procèdent à des contrôles qui ne sont en réalité que des barrières non tarifaires. Et j'ai même des exemples où, quand il s'agit de nouvelles technologies, les produits américains pourrissent sur le port, le temps qu'on vole l'un des produits, et que le marché chinois soit capable de produire un ersatz. Et à la fin de quoi, on dit aux Américains, non, votre produit n'est pas conforme, il est renvoyé aux États-Unis. Ça existe. Donc, si vous voulez, les Chinois sont là pour faire avancer l'intérêt chinois. Ils étaient très contents de la situation, les Chinois et les Asiatiques, que l'Europe soit un ventre mou où leurs produits inondent nos marchés à faible coût, nous désindustrialisent, détruisent nos avantages comparatifs et qu'eux récupèrent tout. Qui hurlerait à l'injustice dans ce cas-là? Ça devrait être normalement les Européens. Les Européens n'ont rien fait. Et maintenant que Trump dit, écoutez, on va rétablir ce que d'ailleurs l'économie appelle de justes termes de l'échange. C'est-à-dire qu'il faut que l'échange soit juste. On ne peut pas d'un côté surprotéger et de l'autre côté laisser ouvert. Trump ne fait qu'appliquer les représailles qui auraient dû être appliquées depuis très longtemps à des pays qui pratiquent un protectionnisme agressif et une politique d'exportation agressive en termes de prix sur les marchés occidentaux, ni plus ni moins. Alors, et l'Union européenne, justement, est en train de dire, très bien, puisque vous nous taxez à mort, nous aussi, on va faire en sorte de rééquilibrer les plateaux. Parce que, quand même, le discours de Trump qui explique que les mondialistes se servent dans les poches des États-Unis, je résume ses propos, mais c'est à peu près ce qu'il a dit, notamment le 9 mars dernier. Et est-ce qu'on est en train d'assister à l'émergence d'une Europe qui a enfin décidé d'être un peu puissante, qui commence à vouloir résister à la Chine, commence à vouloir résister aux États-Unis? Est-ce que ça prend le bon chemin? Je pense que la stratégie européenne de réponse à Trump est une stratégie imbécile. Non pas sur le principe. Bien sûr que lorsque un pays augmente ses droits de douane, il faut évidemment pratiquer la politique de représailles et lui infliger la même chose. Mais le problème, c'est sur quoi? C'est-à-dire qu'on sent que la stratégie de Trump a été pensée. Je vous donne un exemple. Trump dit qu'il va monter les droits de douane sur l'acier européen de 25%. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a un acier américain. Il y a un acier américain. Sur le vin français, il y a des droits de douane qui vont s'appliquer. Il y a un vin californien qui, d'ailleurs, a beaucoup monté en gamme ces dernières années. C'est-à-dire que Trump applique ce qu'un économiste de deuxième année connaît, c'est la politique de substitution des importations. C'est-à-dire qu'en élevant les droits de douane sur des produits localement fabriqués, ça permet à terme, en renchérissant le prix des matières importées, de favoriser par le prix les productions nationales. Or, lorsque par exemple, en représailles, l'Union européenne décide de taxer le numérique américain, l'Europe est en réalité en train de se tirer une double balle dans le pied. La première balle, c'est de constater qu'en matière de numérique, l'Europe n'a rien fait. Alors que c'était censé être l'échelon, précisément, d'après la théorie de la subsidiarité, c'était censé être l'échelon à partir duquel, l'échelon géographique, l'échelon financier, à partir duquel on pouvait construire de grands projets numériques concurrentiels à ceux des États-Unis. Prenez par exemple le Galileo, vous savez, le fameux le GPS européen. On en parle depuis que je suis étudiant, mon cher Richard.
Galiléo, la première fois que j'en ai parlé, c'était en 93. J'étais à l'époque en DEA. On en est où aujourd'hui? Qu'a fait l'Europe? Donc non seulement... En fait, l'Europe réagit aujourd'hui comme si elle avait fait. Mais sauf qu'il n'y a rien. Donc on va taxer le numérique américain. Ça va se traduire par la hausse du numérique américain, tous les services numériques américains dont nous sommes dépendants, archi-dépendants, ce qui va faire augmenter la facture sur le ménage européen, sans pour autant lui donner la possibilité de choisir un autre type de service équivalent qui serait produit par l'Europe et qui serait moins cher. Donc, on est berné de tous les côtés. C'est pour ça que je vous dis que, en fait, pourquoi? Parce que c'est là où vous comprenez que l'Union européenne, comme disait le général de Gaulle, ce n'est qu'un volapuc intégré, aveugle. Il ne raisonne pas sur des intérêts nationaux, il raisonne de manière dogmatique, même pas économique, parce que si c'était économique, je viens de vous donner le raisonnement économique, il n'aurait pas taxé le numérique américain, vous comprenez? Donc, il y a un pays qui, lui, voit ses intérêts, cherche à promouvoir ses industries nationales, son intérêt national, mais l'Europe, elle favorise l'intérêt de qui? Est-ce que l'Europe favorise l'intérêt de l'industrie allemande, qui n'est pas du tout le même que l'intérêt des agriculteurs français? Comment est-ce qu'on poursuit des intérêts aussi divergents et aussi nombreux sans avoir une conscience nationale unique et un intérêt national unique? C'est là que l'on découvre que dans la grande compétition internationale, et contrairement à toutes les bêtises et les âneries qu'on nous a sorties comme des vérités absolues depuis des années, c'est uniquement la nation qui est l'échelon le plus pertinent pour se mouvoir dans le grand océan de la mondialisation ouverte et néolibérale. Est-ce que la nation française, elle, a 2 ou 3 avantages concurrentiels? Je vais me permettre non pas de préciser ma question, mais de donner mon avis, comme d'habitude, vous me pardonnerez, chers auditeurs. La France a une petite industrie militaire, voilà, il en reste des embryons, il en reste 2 ou 3 choses, certes, à moitié partagées avec l'Allemagne, mais enfin, voilà, il y a quelque chose, on produit des canons, on est capable de produire des chars, on produit encore un tout petit peu d'armes, on ne produit quasiment plus de munitions, mais on a un missilier. Bref, autrement dit, on voit bien que la France a une capacité militaire, que la France pourrait ressusciter une industrie minière, que la France n'est pas si mauvaise que ça en numérique, même s'il y a une fuite des cerveaux vers les États-Unis. Ils ont tendance à refuser le travailleur mexicain, mais ils sont tout à fait prêts à prendre le diplômé français. Autrement dit, la France, elle, a des avantages qu'elle pourrait mettre en avant. Vous savez... tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez que quand le général de Gaulle, en pleine guerre froide, alors qu'il y a 2 superpuissances nucléaires qui peuvent détruire plusieurs fois la planète avec leur arsenal respectif, et que de Gaulle dit « je vais faire de la France un pays nucléaire », les gens lui rigolaient au nez. Ils disaient « mais la France, vous pensez, vous allez faire concurrence à l'Union soviétique? Aux États-Unis ?» en pleine crise des missiles de Cuba, en plus, où le monde était au bord de... Ben oui, ça a été possible. Le commissariat à l'énergie atomique, les crédits dépensés, ça a rendu possible l'émergence d'une force de frappe nucléaire française indépendante au milieu d'une guerre froide et de 2 superpuissances nucléaires qui étaient très jalouses de leurs prérogatives. Aujourd'hui, si vous voulez, on fabrique, alors je vous corrige, vous me permettrez, Richard, on fabrique des munitions, mais au-delà de 20 mm. Parce que vous avez eu une génération de dirigeants, Jacques Chirac, pour ne pas le nommer, qui a décidé, au tournant des années 2000, de dire la France ne doit plus fabriquer de petit calibre. Alors que la France fabriquait du petit calibre depuis des siècles. Depuis l'artillerie des frères Bureau, et même avant, on fabriquait des petits calibres. Les Saint-Étienne, Bayonne, Manurin, enfin bon, tout ça, c'est des marques ancestrales. Et on a décidé de tout jeter par-dessus bord. Le FAMAS, on l'a abandonné, c'était l'un des meilleurs fusils mitrailleurs sur le marché, sinon le meilleur, abandonné. Et par contre, les pays européens, eux, ils ont maintenu. C'est-à-dire que la Belgique a toujours son petit calibre, l'Italie a toujours son petit calibre, l'Allemagne a toujours son petit calibre, l'Autriche a toujours son petit calibre. Moyennant quoi, la France, qui était pionnière dans les armes légères, est aujourd'hui dépendante de ses partenaires européens sur les armes légères. Et c'est le chemin que nous sommes en train de suivre également sur les armes lourdes. Donc, il y aurait bien sûr possibilité de relancer tout ça. Et d'ailleurs, dans le programme de reconquête d'Éric Zemmour, nous avons un ambitieux programme
de réindustrialisation du pays. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce que vous comprenez que il y a des pertes irréversibles parfois qui mettent des années avant de revenir. Pour relancer l'industrie du petit calibre, par exemple, il y a des compétences qui ont disparu, dont il faudrait se doter. Mais évidemment, nous croyons dans le côté prométhéen de la politique. Mais pour ça, il faut aussi protéger le marché, parce que nous avons de sérieux concurrents. C'est ce qu'on appelle la théorie des industries en enfance. D'accord ? Les industries en enfance, c'est le fameux économiste Friedrich List qui en parlait. C'est-à-dire que pour pouvoir faire émerger un avantage comparatif, on ne le fait pas émerger au milieu des vagues déchaînées d'une mondialisation très concurrentielle. Il faut d'abord protéger cet avantage, et au moment où l'avantage arrive à maturité, c'est-à-dire qu'il est capable de produire des produits au niveau du marché avec des prix qui soient compatibles avec ceux de nos concurrents, là vous pouvez faire du libre-échange. C'est d'ailleurs le chemin qu'a poursuivi la Corée du Sud. La Corée du Sud, tenez-vous bien Richard, dans les années 60, en 1967 très exactement, le PIB par habitant de la Corée du Sud était inférieur à celui du Zimbabwe. Vous vous rendez compte ? Et ça a changé. Aujourd'hui, le PIB par habitant de la Corée du Sud est supérieur à celui du Portugal. Et en plus, ils nous envoient de la K-pop. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait un dictateur à l'époque qui s'appelait Syngman Rhee, qui a fait de l'industrialisation de la Corée sa priorité, au prix d'un protectionnisme et d'une imitation des industries étrangères effrénée. Et ça n'est que dans les années 80, au moment où l'avantage comparatif sud-coréen arrivait à maturité, que là, ce qu'on appelait les tigres, rappelez-vous, les tigres asiatiques à l'époque, c'est là qu'ils sont rentrés dans la mondialisation. Pourquoi ils ne sont pas rentrés dans la mondialisation dans les années 60 ? Parce qu'en réalité, ils n'avaient aucune chance d'y survivre. Et donc, nous devons, par une politique intelligente de protection de nos marchés et de reconstruction de nos avantages comparatifs, à la fois les traditionnels, mais aussi de nouveaux, nous devons pouvoir faire ce que d'autres pays ont fait brillamment. Ce n'est pas la France, si vous voulez, à qui on va donner des leçons de développement et de croissance. Enfin, on est chez les fous. Alors, la BPI est censée y œuvrer. Et je me souviens même qu'il y a 2 ou 3 ans, Emmanuel Macron avait mis en place quelque chose qui était intelligent. On avait tous été surpris, qui était des équipes interministérielles censées favoriser, pour une petite centaine d'entreprises en France, leur développement en levant tous les freins administratifs, en accélérant les procédures. Donc, autrement dit, il y a une possibilité, il y a une volonté. Qu'est-ce qui manque à la France pour réellement se réindustrialiser, faire en sorte qu'il y ait à nouveau des emplois dispersés sur tout le territoire, à défaut que ce soit les immigrés ? Vous savez, moi j'ai fait ma carrière au sein de l'État, et j'ai longtemps cru dans le fait qu'il fallait un État fort. J'étais aussi keynésien, mais aujourd'hui on est arrivé à une telle situation d'étouffement bureaucratique et administratif et d'endettement ne nous permettant pas de faire une quelconque relance, qu'aujourd'hui, si vous voulez, il faut un électrochoc. Alors je sais que ça a été galvaudé et ô combien un électrochoc de simplification, mais l'électrochoc de simplification, c'est pas de créer des comités théodules et des fonctionnaires volants, non. L'électrochoc de simplification, alors on s'est beaucoup foutu de la gueule d'Elon Musk avec sa tronçonneuse, etc. Mais c'est ça qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous avons un État, gluant, dans le sens où il est très présent là où il ne devrait pas l'être, donc à aller emmerder les patrons de petites entreprises qui doivent remplir des formulaires de plusieurs centaines de pages pour la création de la moindre activité. Et par contre, dans les cités où le régalien devrait être omniprésent et omnipotent, il n'y a personne. Donc il faut remettre l'église au milieu du village, et il faut effectivement que l'État revienne sur ses missions d'abord régaliennes, qu'il y ait un choc de simplification, qu'on puisse créer une entreprise en 24 heures. En France, c'est possible aux États-Unis. Pourquoi en France il faut autant de temps ? Pourquoi il faut remplir 800 pages de CERFA pour créer une entreprise, là où ailleurs, dans des pays similairement développés, il faut 100 fois moins de paperasserie et d'administration pour y arriver. Eh bien, voilà. Merci Jean Messia. On va rester sur cette note de désespoir et en se disant qu'une prochaine fois, on y arrivera. Merci beaucoup Jean Messia. Merci à vous.